Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série En mouvement. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des chefs, pour nous parler de la lutte contre l'insécurité alimentaire, mais surtout de la façon de son organisme de lutter sur deux fronts, soit l'aide immédiate, l'action directe, qu'on peut nommer nourrir, mais aussi son travail d'éducation à long terme, que l'on appelle évidemment éduquer. Une philanthropie qui se veut à la fois réparatrice, mais surtout et aussi transformatrice. Jean-François, bienvenue à notre émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Bonjour et bienvenue à la série En mouvement. En mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Bonjour Jean-François, pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre parcours professionnel ainsi que votre organisation? Oui, mais en fait, je suis Jean-François Archambault, je suis le directeur général et le fondateur de la Tablée des chefs. D'abord, mon parcours, moi, j'ai été formé en gestion hôtelière à l'ITHQ. J'ai fait mes cours aussi en service de la restauration à l'École hôtelière des Laurentides. Donc, j'ai eu un début de carrière en restauration et hôtellerie, banquet. Et je viens d'une famille de 3 enfants. Mon père est un gastronome, ma mère est une excellente cuisinière, enseignante. Elle est restée à la maison pour nous pendant un bon bout de temps et retourner aux études après, faire de l'accompagnement aussi, tout ça, et pour les personnes aînées. Et moi, j'ai grandi dans un environnement où les valeurs familiales, mon père voulait qu'on réalise qu'on était privilégiés, qu'on était chanceux de pouvoir manger tous les jours, de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on voulait manger et de pouvoir avoir une sécurité financière qu'on avait puis qu'on n'avait pas à s'en faire. Et aussi, je pense, un désir de vouloir nous montrer que quand on est privilégié, on a un devoir d'empathie, on a un devoir de retourner, de partager cette chance-là et de rendre cette chance-là accessible à d'autres et à d'autres qui ne peuvent pas nécessairement se permettre ou qui n'ont pas la chance de vivre la même chose que nous. Et ça, très jeune, je peux te parler de ça parce que au plus jeune âge, là, on allait chaque année ramasser des aliments, des vêtements. On était dans un nouveau quartier à l'époque où je suis né en 76 et je suis né dans le quartier Annecy. Et après, à 1 an, on est déménagé à Laval, dans le quartier Champfleury, où il y avait 6 maisons. Et aujourd'hui, il y en a à peu près 6 000. C'est un gros quartier maintenant. Mais quand on a déménagé là, c'était des terres qui venaient d'être dézonées pour être vouées à bâtir ce quartier-là. Et mon père a fondé dans le quartier le premier club optimiste, un des premiers clubs optimistes à Laval. Puis était donc, à travers le club optimiste, des activités sportives, des activités sociales, mais aussi des activités d'entraide pour les personnes dans le besoin. Donc, vraiment, je te dis, tu sais, très jeune, j'étais sensibilisé à ça et on a été impliqués dans ça. Puis, je pense que mes parents voulaient nous transmettre leurs valeurs à travers ces gestes-là, puis qu'on les observe, puis pas juste qu'on les observe, là, qu'on s'implique nous aussi. Ça devient et que ça devienne quelque chose qui est important pour notre famille. Et comment est née l'idée de la Tablée des chefs? Je pense que l'idée de la Tablée des chefs, en fait,
le constat premier, là, c'est lors de mon passage à l'ITHQ dans mon cours de cuisine où on préparait à peu près, on était une vingtaine d'étudiants, on arrivait là le matin tôt, puis là, on préparait des portions pour se pratiquer. On faisait du pain, on faisait du poisson, on faisait un fond, différentes choses. Puis là, on amenait tout ça au milieu de la table, puis on faisait pour se pratiquer quand même beaucoup de portions. Donc, il y avait souvent, pour 20 étudiants, peut-être on faisait 60 à 80 portions de tout, et on mettait tout ça au milieu, puis là, on mangeait, mais à la fin, il restait souvent près de la moitié, peut-être des fois même un peu plus que de ce qu'on avait préparé. Et là, on se retrouvait à la fin, puis notre chef enseignant disait toujours, on ramasse. Ramasser en 96, c'était jeter aux poubelles tout le reste qu'on n'avait pas. Et pour moi, imagine, tu passes 4 heures à préparer tu sais que les aliments, tu es allé les chercher dans le frigo, tout était bon. Puis là, tu jettes cette nourriture-là, ça fait pas de sens. Passé dans l'espace, c'est ça. Fait, pour moi, d'abord, ce constat-là de jeter cette nourriture-là, quand pour moi, était encore très bonne, j'allais voir mon chef enseignant puis dire, chef, pourquoi, les risques d'intoxication alimentaire, la manipulation des aliments en dehors de l'établissement, il y a trop de risques, puis il n'était pas prêt à gérer ces risques-là. Donc, c'est resté comme ça. Puis là, je me suis retrouvé après tous les cours, tout ça, de revoir la même chose, je me suis retrouvé à travailler au Château Vaudreuil, qui était mon premier emploi en hôtellerie. Et là, je me retrouvais aux ventes, mais donc, je vendais l'hôtel, des groupes corporatifs, des chambres et des salles, des meetings. Et au Château Vaudreuil, il y avait énormément de mariages, de fêtes et tout ça. Le week-end, je travaillais au banquet. J'avais 21 ans quand j'ai fini le THQ, puis donc les fins de semaine, j'étais encore chez mes parents, je voulais gagner des sous, fait que je travaillais souvent 7 jours semaine. Les fins de semaine, j'allais faire les mariages, puis là, je faisais des sous supplémentaires, puis en même temps, très tard le soir, quand on voyait les tables, les sweet tables, encore pas touchées, puis toute cette nourriture-là arrivée dans la cuisine, puis jetée aux poubelles, le constat est encore plus grand. Et là, j'ai dit, c'est comme ça dans notre industrie, c'est comme ça que ça se passe, puis à cause des risques d'intoxication alimentaire. C'est pas de sens. J'avais fait mon cours en hygiène et salubrité, et pour moi, il y avait peu de risques. Si on était capable de conserver les aliments puis de les remettre en température, trouver un espace dans le frigo pour garder cette nourriture-là, c'est ça qui a commencé à naître en moi, de vouloir faire quelque chose sur ce constat-là que j'acceptais pas, en fait. Et en allant après travailler à Tremblant, au Fermont-Tremblant, 2 ans après, j'ai accepté un poste aux ventes au Fermont-Tremblant, qui était le Château Mont-Tremblant, avec Canadien Pacifique, qui est devenu Fermont-Tremblant l'année où je me suis joint à eux. Et je quittais la maison. J'avais 24 ans. Ma mère aussi, en même temps, rentrait à l'hôpital. Ma mère avait 49 ans. Elle rentrait à l'hôpital pour une transplantation de moelle osseuse, irradiation de la moelle pour un traitement d'un cancer, un Hodgkin. Quand ma mère est décédée, ça l'a remis en perspective pourquoi on est ici, dans le fond, puis moi, pourquoi je suis ici. Puis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis qu'est-ce que j'ai envie de laisser, puis qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Puis à partir de ce moment-là, j'ai appelé mon père, puis j'ai dit, là, j'arrête pas d'entendre qu'un chef pourrait être légalement responsable d'une intoxication alimentaire, puis ça met un frein à tout ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Puis mon père, j'ai eu la chance, mon père, c'était l'avocat de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec. Okay. Donc, mon père, c'était le conseiller juridique des chefs au Québec, qui est devenu juge à la Cour du Québec après, juge coordonnateur aussi pour Laval, Lanaudière, Laurentide. Puis, il m'est revenu, puis il a dit, laisse-moi un peu de temps. Il m'est revenu, puis il m'a dit, il y a l'article 1471, qui est le Code du bon samaritain, qui est dans le Code civil québécois, puis dans tous les codes civils canadiens, il y a une copie de ça, tu sais, un équivalent de ça. Et donc, techniquement, comme c'est un besoin de base de se nourrir, on doit venir en aide à notre prochain, puis même on pourrait, si on laissait quelqu'un mourir de faim, en être responsable, au contraire. Tu sais. Ouais.
Donc, j'ai dit, ah ouais, OK, ben il faut absolument informer les gens de ça. Donc, la légende urbaine qu'un chef pourrait être poursuivi, en plus, il a fait une recherche aux archives de toute la jurisprudence. Il n'y a pas de cas de poursuite d'intoxication alimentaire liée à un don alimentaire, même aux banques alimentaires. Il n'y en a pas dans toute notre histoire. Fait que, pour moi, ça, c'était assez pour dire, OK, mais de quoi le monde a peur, dans le fond? Tu sais? Est-ce qu'on s'est caché derrière ça pour prendre cette décision-là? Puis après, c'est là que je me suis intéressé à... En fait, ce qui est arrivé, c'est que là, je me suis mis en mode, OK, là, on y va, tu sais. Puis c'est vraiment parti comme ça. Puis là, j'ai été allé à l'École au Théâtre des Laurentides. Fait que j'ai demandé au directeur général de l'École au Théâtre des Laurentides, Philippe Belletête à l'époque, Philippe, on peut-tu réunir du monde? Peux-tu m'aider avec ça? Puis j'ai parlé à mon directeur général, Pierre Plamondon, qui était le directeur général du Fermont-Tremblant à ce moment-là. Hey, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis Pierre me dit, hey, le patron, c'est le chef dans la cuisine. T'sais. Fait que là, c'était Laurent Miot. Puis Laurent, ça donnait que c'était le conjoint de ma coordonnatrice aux ventes. Et donc, je les invitais à la maison. Puis ça, tu sais, quand tu travailles dans un resort de ski comme Tremblant, ben tes collègues, c'est tes amis, là, parce qu'après le travail, ben, on reste proche. Là. Oui, exactement. Fait que là, je me retrouvais le soir dans des fêtes ou dans des trucs, des invitations, puis on se croisait tout le temps. Puis là, ben, à un moment donné, avec un verre de vin, je dis à Laurent, « Hey, Laurent, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Là? Tu penses-tu que... » Puis là, ben, Laurent a échangé sur certaines préoccupations de lui, pas se faire taper sur les doigts, tu sais. J'ai dit, ben non, Pierre, il m'a dit de venir te voir, il a dit que c'était toi le patron, tu sais. Fait que là, c'est toutes ces conversations-là que c'est pas un sujet qui vont spontanément commencer à discuter ensemble. Fait que ça veut dire qu'un chef pourrait rester sous l'impression que son directeur général veut pas qu'il fasse ça ou est pas d'accord. Sans en avoir discuté. Sans en avoir discuté puis sans qu'on aborde. Fait que moi, là, ce que je fais, j'amène le sujet. J'amène le sujet sur la table. Vous en avez jamais parlé? Peut-être temps que vous en parliez. Puis là, ben, tu sais, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on est vraiment capable d'amener ce sujet-là quand il n'a jamais été discuté. On a 350 établissements qui font de la donation maintenant dans tous les types d'établissements. Une cafétéria corporative, un service alimentaire en milieu hospitalier, un hôpital. On a tous les types d'établissements qui donnent aujourd'hui leur supplément alimentaire. Donc, on peut se retourner vers à peu près n'importe qui pour dire, toi, tu le fais pas, si tu veux te sécuriser, appelle ton chum à tel hôtel, il va te dire, lui, il le fait depuis 3 ans. Ou, pour des gens qui ne connaissent pas le travail de la table des chefs, la récupération alimentaire, là, on comprend quelle idée, comment c'est né, mais techniquement, comment ça s'organise, la récupération alimentaire? Fait que nous, on est comme un agent de liaison. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui manquait là, pour que tout ce monde-là travaille ensemble? Parce qu'on savait qu'il y avait des besoins au niveau des organismes communautaires pour augmenter l'approvisionnement en denrées transformées, préparées, OK? Du milieu de l'hôtellerie, de la restauration. C'est vraiment ça. Parce que déjà, les banques alimentaires font un gros travail de récupérer tout ce qui est non périssable, tout ce qui est en grande quantité qui vient des agriculteurs ou des dons des grossistes, tout ça. Il y a un travail exceptionnel qui est fait par les banques alimentaires. Et c'est redistribué à travers les organismes. Mais les banques alimentaires ne peuvent pas subvenir à 100% des besoins de tous leurs organismes bénéficiaires. Ce qui fait que les organismes vont se retourner vers d'autres sources d'approvisionnement et même acheter des denrées dans certains cas. Donc, nous, on essaye de venir leur donner une autre source d'approvisionnement à travers les dons d'établissements hôteliers de restauration, traiteurs, services traiteurs, événementiels, pour que cette nourriture-là, qui est déjà transformée, déjà préparée, puisse être servie à leur clientèle. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en amont, on va convaincre l'équipe de cuisine d'adopter le programme de récupération de la tablée, mettre en place ce programme-là, que ça devienne un processus récurrent, pas une fois de temps en temps. On le met en place pour qu'il soit là et que les récupérations se fassent sur une base régulière, OK, et permanente. Ensuite, on va évaluer avec l'équipe de cuisine le type d'aliments qui peut être récupéré et ceux qui sont à risque. Donc, même si on veut récupérer 100%, on ne peut pas récupérer 100%. Il y a des aliments qui sont à risque comme des poissons crus, il y a différentes choses. Et tous les aliments qui ne peuvent pas être conservés dans des températures réglementaires. OK? Une fois que ça c'est fait, ce travail-là de catégorisation des aliments récupérés, bien là, on fournit au chef tout l'équipement nécessaire pour récupérer ces aliments. Les contenants, l'étiquetage, les sacs pour la boulangerie, les chaudières pour tout ce qui est liquide, des soupes et tout ça.
On fournit ça à l'établissement pour que l'établissement puisse s'assurer de conserver les aliments, les mettre de côté, les récupérer, les mettre de côté. Et ensuite, on fait un jumelage avec un organisme de proximité. Donc, on va faire en fonction du volume qu'on a évalué, on va jumeler avec le meilleur jumelage possible avec un organisme communautaire du terrain qui est proche d'eux pour assurer une connexion, une mise en relation qui va devenir une relation entre le donateur et le receveur, l'organisme receveur. Et le lien est fait. Le lien est fait. Donc, sur notre plateforme, en ligne, on fait un jumelage et là, l'organisme est jumelé avec un établissement. On prend l'exemple du Château Frontenac, on prend l'exemple du Reine-Élisabeth, tout ça. Bien, ils vont être jumelés avec des organismes communautaires qui sont proches d'eux et ils vont développer une relation ensemble puis ils vont pouvoir de façon récurrente un donner et l'autre récupérer les surplus pour nourrir les gens dans le besoin. Donc, comme ça, aujourd'hui, on a plus de 350 établissements donateurs à travers le Canada, principalement au Québec, et on récupère presque 3 millions de repas qui étaient jetés aux poubelles auparavant. Puis, qui bénéficie dans le fond, les organismes de la région, eux redonnent aux personnes? On travaille en grande majorité avec des organismes qui servent des repas sur une base régulière. Donc, principalement, on vient en aide à des organismes qui servent des personnes en situation d'itinérance. Donc, qui servent des repas communautaires à des familles. Et dans certains cas, on fait de la distribution familiale de plats qui sont transformés. Donc, des surplus des hôtels qui sont mis dans des contenants et qui sont redonnés à des familles. Oui. Mais c'est vraiment ça qui a fait démarrer la tablée des chefs. Ouais, on aurait pu rester sur ce point-là puis continuer juste la lutte au gaspillage alimentaire et l'aide alimentaire à travers ce geste-là, mais on ne s'est pas arrêté là. On a parlé de la récupération alimentaire, qui est un gros volet, puis la bougie d'allumage, on va dire, pour la tablée des chefs. Du niveau de nourrir, il y a d'autres activités que vous avez mises en place. Là, on entend les soupes populaires ou les soupes solidaires. Les soupes solidaires, la grande marmite. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? Les cuisines solidaires édition relève, la pandémie. Durant la pandémie. Pouvez-vous nous parler un peu de ces initiatives-là parce qu'ils émanent un peu là, de la récupération alimentaire aussi que vous avez mis en place? Avant même de récupérer de la nourriture, parce qu'il y a tout l'aspect de l'inspection des aliments qu'on a dû travailler. Fait je suis allé en commission parlementaire en agriculture pour parler au ministre de l'Agriculture et à toute l'équipe du ministère pour les rassurer sur l'inspection des aliments, aller chercher leur consentement, travailler avec leurs équipes sur la mise en place de notre programme puis de notre charte de récupération pour s'assurer que le MAPAC était d'accord avec ça aussi. Fait que ça, il y a tout un travail qui a été fait. Après, il y a tout un constat qui est, est-ce qu'on veut lutter contre le gaspillage alimentaire ou on veut nourrir les gens dans le besoin? On veut faire les deux. Mais c'est quoi la priorité? Puis la priorité, ça a toujours été d'aider les gens dans le besoin, nourrir les gens dans le besoin. Donc, avant même de récupérer le premier surplus alimentaire, la tablée des chefs est née en 2002. On est enregistré comme organisme de charité depuis 2002. Mais on n'a pas récupéré de nourriture avant 2005. Fait qu'imagine-toi, pendant 3 ans, ça, c'est tough. Ouais. Ça, c'est tough parce que tu le sais qu'il y a de la bouffe, mais tu peux pas. Et c'est là qu'avec mon président fondateur, Mario Gagnon, qui m'a aidé, qui était le directeur général de l'école hôtelière de Laval. Mario, c'est mon président de conseil actuel encore. Mario, il dit, hey, pourquoi, si c'est plus difficile de convaincre les chefs qui sont peut-être d'une autre génération, pourquoi qu'on ne va pas dans les écoles hôtelières convaincre la prochaine génération de chefs et de cuisiniers pour eux les sensibiliser au travail que tu veux faire? On va se faciliter la vie pour plus tard. C'est un investissement. On va semer. Puis c'est ça qu'on a fait. Et c'est là qu'est née la Semaine des écoles hôtelières, qui était une activité où on voulait mobiliser des fournisseurs alimentaires à donner des denrées, préparer des repas en grande quantité, du volume, cuisinés par la relève étudiante, supervisée par des enseignants en cuisine dans les écoles culinaires du Québec. Et c'est là qu'on a commencé avec l'École hôtelière de Laval, l'ITHQ, l'École hôtelière des Laurentides et Jacques Rousseau, qui est devenu l'École hôtelière de la Montérégie. On a commencé avec ces écoles-là, puis après, on a ajouté Mérisy, d'autres écoles, Fierbourg, l'École hôtelière de la Capitale,
Puis là, maintenant, on a plus de 30 centres de formation professionnelle à travers le Québec qui s'investissent avec nous à chaque année au mois de mars. Pourquoi aussi au mois de mars? Parce que souvent, on aide beaucoup les banques alimentaires en fin d'année. On renfloue les coffres des banques alimentaires avec des dons de denrées. La période des fêtes qui est très mais propice. Quand tu arrives en mars, puis qu'on est loin des récoltes, il reste encore certaines choses, mais il y a beaucoup moins de choses disponibles. C'est là qu'on a décidé d'intervenir. Puis on prépare aujourd'hui 150 000 repas à chaque année cuisinés par la relève. Donc, chaque école prend en charge entre 5 000 et 15 000 repas chacune, puis ils cuisinent au même moment de l'année pour venir en aide aux banques alimentaires. Et là, de ça, qui est maintenant qu'on appelle les cuisines solidaires édition relève, ben, il y a les cuisines solidaires, puis ça, ben, c'est pendant la pandémie. En fait, pendant la pandémie, on s'est aperçu que les soupes populaires et les cuisines collectives, à cause des contraintes de salubrité, de l'espace, souvent c'est des petites cuisines, il y avait des risques au niveau santé publique avec toutes les contraintes qui étaient mises en place, avec le fameux 2 mètres, tout ça. Donc, des endroits où tu pouvais avoir 4-5 bénévoles qui venaient mettre la main à la pâte, tout entassé dans une petite cuisine d'un organisme, tu ne pouvais pas faire ça. Ce qui fait qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup aussi au niveau du financement. On s'est dit, ben, il y a plein de cuisines d'hôtels qui sont fermées, des hôtels qui fermaient parce qu'il n'y avait pas d'occupation, les grandes cuisines, des salles à manger qui fermaient aussi. Mais avec la subvention salariale, ils pouvaient permettre aux établissements de payer 75 % du salaire des cuisiniers si tu perdais 30 % et plus de tes ventes. Ce qui fait, ils se qualifiaient automatiquement. Fait que nous, on s'est retourné vers l'Association des restaurateurs du Québec, vers nos partenaires hôteliers, puis on leur a dit, gardez votre personnel de cuisine en place. Nous, on va payer le 25 % qui manque, réclamer la subvention salariale de 75 % puis vous allez payer 100 % des salaires à vos cuisiniers. Gardez-les, puis ils vont être dédiés à l'aide alimentaire. Fait qu'on s'est retrouvé avec le Reine-Élisabeth qui a gardé 35 cuisiniers, le Château Frontenac qui a gardé une trentaine de cuisiniers, le Centre Bell, Jeff Molson a donné son autorisation pour que l'équipe de Yves-Lô puisse travailler sur le projet et on a travaillé sur un modèle de 1 $ un repas. On leur envoyait 1 $ par repas cuisiné, puis on leur envoyait toute la matière première, les contenants, et on a lancé les cuisines solidaires. On s'est retourné vers l'Union des producteurs agricoles, c'était Marcel Groslot qui était le président à l'époque, puis on a reçu plus de 1600 tonnes de denrées alimentaires, des pommes de terre, des œufs, toutes sortes de choses. Olimel nous a donné du porc, de la volaille, et là, on s'est mis à travailler sur des recettes standardisé pour être capable de faire des batchs là, de 200 000 portions de pâté chinois. Tu sais, comme, hey, on va faire 200 000 portions de pâté chinois en 3 semaines. Tu sais, fait que chaque établissement nous disait, OK, moi, je peux faire 25 000 repas par semaine. Les gros hôtels, c'est ça qu'ils faisaient. Il y a des établissements qui disaient, nous, on fait 5 000 par semaine. L'autre, 1 000 par semaine. Parfait. Fait qu'on a recruté jusqu'à 60 cuisines au Québec qui ont produit, là, au plus haut, on faisait 150 000 repas par semaine qu'on envoyait chez Congébec congelés et où les banques alimentaires du Québec pouvaient aller piger dans cet inventaire-là pour envoyer ça dans toutes ces banques alimentaires à travers le Québec. Et comme ça, pendant 18 mois, on a préparé 4,4 millions de repas pour venir en aide aux banques alimentaires puis aux gens dans le besoin. Tout fait avec des cuisiniers toute une opération qui s'étaient impliqués pendant ces 18 mois-là. Vous avez parlé des dons là, durant cette comment je pourrais dire, cette initiative, là, l'UPA, les fournisseurs et autres. Au quotidien, les partenaires de la Tablée des chefs, c'est qui? Est-ce que c'est des individus, des entreprises? À quoi ressemblent les partenaires de la Tablée des chefs? Ben moi, à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide de la Banque nationale de Gisèle Desrochers, en fait. Gisèle était vice-présidente exécutive de la Banque nationale aux ressources humaines. Puis elle m'avait été référée par Tony Metti, qui était vice-président aussi exécutif au niveau des comptes majeurs puis du côté entreprise de la banque. Et il
il avait amené Gisèle dans un souper bénéfice où j'y avais réussi à y vendre un de nos premiers soupers bénéfices. Puis Gisèle, après, elle m'avait dit, tu sais, il va falloir que tu te diversifies parce que tu ne peux pas juste compter sur ta soirée, tu ne peux pas juste compter. Il faut que tu aies différentes sources de financement. Tu sais, il faut que tu aies du financement récurrent aussi. Tu sais, il ne faut pas que juste que tu ailles à chaque année à renouveler ton financement pour l'année d'après parce que là, ça va bien quand tu lèves 150 000. Mais le jour où tu vas lever 1 million ou 2 millions ou même plus, ça va être très difficile de, à chaque année, renouveler ton budget à 100%. OK? Donc, avoir des sources philanthropiques qui émanent de fondations familiales, avoir du don corporatif de l'engagement communautaire, avoir des particuliers qui décident de nous donner, avoir des activités bénéfices, mais à la base, développer un modèle d'entrepreneuriat social, de l'économie sociale, dans le fond, qui permettrait d'autogénérer des revenus nous-mêmes. Okay. Donc, montrer aux gens qu'on n'attend pas après un chèque, qu'on est capable, nous aussi, de générer des revenus à même le modèle de l'organisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la tablée génère à peu près 12 à 15 % de ses revenus elle-même. Par le biais de... Donc, on fait différentes choses. On a des écoles de cuisine. On a une école de cuisine à Longueuil, une à Laval, une à Montréal et une à Québec, où on amène les jeunes à venir vivre des camps culinaires l'été. On charge un peu moins cher que ce que le privé chargerait, avec une expérience tout aussi équivalente, sinon supérieure. Et les parents inscrivent leurs jeunes à nos camps. C'est à peu près 500 $ par semaine pour une semaine de camp spécialisé. Ce qui fait que l'été, on roule nos 4 cuisines, 5 maintenant, on a 2 cuisines à l'ITHQ, l'été, pour recevoir des jeunes où les parents viennent payer et où les revenus générés vont être injectés dans l'organisation. Ça, c'est une des façons. Le reste du temps, c'est des entreprises qui viennent faire des activités de team building culinaire où ils viennent préparer des repas pour la collectivité. Donc, ils viennent s'engager avec nous, ils viennent en même temps se mobiliser ensemble. C'est des activités de team building aussi, donc c'est bon pour les équipes. Et on génère des revenus comme ça dans nos écoles de cuisine. Donc, tout le reste de l'année, beaucoup d'entreprises vont venir vivre des ateliers de cuisine avec nous qui sont des ateliers d'engagement où ils vont venir préparer soit de la soupe pour les écoles, ils vont venir préparer des repas pour les organismes communautaires locaux. Et de cette façon-là, on va aussi avoir un impact pour nourrir les gens dans le besoin en même temps. Donc, c'est triple impact. Et les activités bénéfices. Je pense à mes soirées où on crée des cabinets de campagne, comme le font plusieurs organismes, et là où on va lever des fonds. Puis l'autre aspect, c'est qu'on a développé une ligne de produits solidaires. Je pense aux bulles solidaires. On a travaillé ce projet-là avec La Sonde. La Sonde nous fait un cidre mousseux non alcoolisé que nous, il nous donne 15 000 bouteilles. Nous, on va vendre ces bouteilles-là dans notre réseau et à travers IGA, qui est notre plus gros partenaire corporatif. Et les gens vont acheter un cidre mousseux au profit de la tablée des chefs. C'est les bulles, les fameuses bulles solidaires qu'on a en place chez IGA. Puis, on a aussi, cette année, lancé des coffrets solidaires. Pendant la pandémie, on avait sorti ça aussi. Là, c'était plus difficile de lever des fonds. Et donc, on a travaillé sur des produits avec des dons alimentaires ou des légumes mal aimés ou des fruits mal aimés. On a travaillé sur une confiture, on a fait un rub avec des épices d'assaisonnement qui nous avaient été données et on a monté une boîte cadeau pour la période des fêtes qu'on vend aussi pour générer des revenus. Donc, la créativité est toujours au menu pour trouver pas le choix. Une alternative. Pas le choix. On a parlé beaucoup de la partie nourrir. Oui. J'aimerais qu'on discute un peu de la partie éduquer qui, je pense, se veut vraiment transformatrice. Quels sont vos volets de cette partie de votre travail? Je me souviens, j'avais joint à 1 an après la création de la tablée des chefs, j'avais 26 ans, je pense, j'ai joint le conseil d'administration de Moisson Montréal. Je voulais comprendre comment fonctionnait une banque alimentaire. On n'avait pas encore récupéré de nourriture. On était encore en train de vraiment travailler sur la charte de sécurité avec le MAPAC. On était en train de
d'essayer de développer des partenariats pour qu'un premier partenaire décide de récupérer. Et je me souviens, je lisais le bilan fin. J'essayais de voir quel impact nous, on pourrait avoir sur le bilan fin pour améliorer les choses. Puis, en même temps, il y avait la directrice nationale de santé publique qui était sur le conseil de Moisson Montréal avec moi. Puis, il y avait Joanne Twig qui était inspectrice pour Montréal et Laval, inspectrice en chef au MAPAC pour Montréal et Laval, qui m'a aidé, elle, de ce côté-là, à faire le lien avec l'inspection des aliments. Mais du côté de la santé publique, il y a une étude qui sortait à ce moment-là, je me souviens, sur la perte de connaissances et de compétences culinaires. Et le constat au niveau Santé Canada aussi était sorti, une étude de Santé Canada qui sortait sur ce sujet-là, et en particulier dans les milieux moins favorisés. Donc là, ma réflexion était que si on est pour mobiliser les chefs à récupérer leur surplus alimentaire, est-ce qu'on pourrait pas aussi, parce que dans le fond, ma réflexion c'était, s'ils enlèvent les cours d'économie familiale dans les écoles, parce qu'ils avaient retiré, 2004, ils ont retiré les cours d'économie familiale. Puis là, à l'époque, il y avait la ministre de l'Éducation qui était Michel Courchaine, qui avait retiré la malbouffe des écoles aussi. Et là, en retirant la malbouffe, puis en éliminant les cours d'économie familiale, je me disais, parce que j'entendais beaucoup le milieu... Nous, on commençait à ce moment-là l'idée de venir retrouver une place dans les écoles pour l'alimentation puis la cuisine. Puis là, on ne savait pas trop comme où on allait commencer. Fait que quand ça s'est arrivé, moi, ma réflexion était qui a le plus de connaissances et de compétences culinaires puis est le plus passionné? C'était les cuisiniers. Et j'ai dit, pourquoi pas, dans le fond, mobiliser les cuisiniers à récupérer leur surplus alimentaire puis à venir à la rencontre des jeunes pour éduquer les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire et reprendre un peu la place des cours d'économie familiale. Et là, c'est là que j'ai rencontré Diane de Courcy parce que je cherchais un terreau pour pouvoir essayer de voir cette idée-là. Puis en fait, une des rencontres que j'ai eues avant ça, c'est Manon Paquette, parce que Manon, à ce moment-là, avait déjà lancé les ateliers 5 épices. Elle est avec des nutritionnistes. Ils avaient développé des ateliers de découverte du goût, éveil au goût et des ateliers de cuisine pour les écoles primaires. Puis, je commençais mes rencontres au niveau de santé publique, dans différentes rencontres et tout ça, puis je croise Manon, une femme très déterminée, très, très, très efficace. Et là, on s'assoit ensemble, puis on se dit, OK, tu as développé le primaire, moi, je vais prendre le secondaire, puis on va travailler ensemble. Puis c'est vraiment comme ça qu'on a chacun continué. Manon a continué, après elle a quitté, mais elle a continué, puis moi, j'ai développé les brigades culinaires après. Donc, on s'est concentré sur, après ça, trouver des écoles où on pourrait le tester. Et je me souviens, je me suis retrouvé dans le bureau de Diane de Courcy. Et là, je devais la convaincre. Pour ceux qui écoutent, Diane de Courcy, à l'époque, devait être c'était la présidente de la commission scolaire de Montréal. Puis, tu sais, c'est pas facile de convaincre Diane. Il faut que tu sois prêt. Fait que je parlais de pitch de vente tantôt. Là. Fallait que je me sois bien préparé. Puis là, elle me regarde, puis là, elle me dit, OK, on va travailler avec toi. On va te donner 4 écoles qui sont vraiment des écoles que si ça marche là, après, on va être capable de voir les prochaines étapes. Et c'était la Polyvalente Saint-Henri, Pierre Dupuis, Chomédé de Maisonneuve, puis Louis-Joseph Papineau. Les écoles dans Saint-Michel. Au secteur. Oui. Fait qu'on a commencé là, je me souviens, je faisais moi-même les kiosques d'information pour les jeunes, pour les inscrire, avec Philippe Grand, qui était là au début avec moi, puis on a installé des tables, puis là, après ça, il y a Julie Cantoro qui s'est joint. Puis là, on s'installait, puis là, on recevait les jeunes, puis on répondait aux questions, tout ça. Puis on a réussi à monter ces 4 écoles-là, des groupes. J'ai travaillé avec des chefs connus qui ont commencé au début, Alexandre Loiseau, Alexandre Gosselin, qui ont commencé à animer ces ateliers-là. Puis ça a bien fonctionné. Fait que Diane, après, elle a dit, bon, OK, avec le fonds, c'était le Fonds régional d'investissement jeunesse, le FRIDGE, qu'on appelait le FRIDGE. Puis là, elle a dit, ben, on va aller chercher du financement, puis on va t'aider, on va monter à 10 écoles. Puis là, après, de fil en aiguille, ce volet-là faisait vraiment du sens.
un des risques qu'on avait identifié, c'était, avec le retrait des cours d'économie familiale, c'était que les écoles démolissent les locaux de cuisine. Et puis, fait que je me souviens, j'avais rencontré Michel Courchaine pour la convaincre d'envoyer une note aux commissions scolaires à l'époque pour leur dire d'attendre avant de changer la vocation de ces locaux-là. Puis après, on a continué de développer les ateliers, puis aujourd'hui, on est dans presque 300 écoles à travers le Québec, puis on est dans 75 écoles à travers le Canada, dans 7 autres provinces avec les brigades maintenant qui s'appellent Kitchen Brigades en anglais. Donc presque 400 écoles, ça veut dire à peu près 7500 jeunes qui sont inscrits à chaque semaine dans les ateliers. Puis c'est vraiment un programme de 24 semaines où un chef parraine une école et va à la rencontre des jeunes à chaque semaine pendant 24 semaines. Et où il y a des ateliers sur le gaspillage alimentaire, c'est des ateliers de cuisine, mais en équipe. Il se crée des petites brigades et une petite compétition dans l'école. Puis après ça, il y a une compétition culinaire à même l'école où les brigades compétitionnent une contre l'autre. Et on amène des compétitions, un peu comme le fait le sport étudiant avec RSEQ. Il y a des compétitions inter-écoles. Puis après ça, il y a des finales régionales et la finale provinciale. Puis il y a même une finale canadienne dans laquelle viennent se joindre des groupes de l'extérieur. Est-ce que vous avez vu une évolution de la clientèle étudiante? Parce que soit on a les enfants peut-être qui n'ont vraiment pas de connaissances alimentaires, puis on a dans l'autre spectre les enfants qui écoutent à la télé des émissions de cuisine. Est-ce que vous avez vu un changement de la clientèle ou un mélange peut-être, un plus grand mélange? Nous, on est un peu comme le basket, le théâtre, la musique. Tu sais, la gang de jeunes qui vont s'inscrire dans les brigades, c'est les jeunes qui tripent sur la bouffe, qui tripent sur la cuisine, qui n'avaient pas cet espace-là dans les écoles pour exprimer cette passion-là. Fait que c'est sûr que nos jeunes sont plus éveillés et allumés à ça déjà, mais là maintenant, la différence, c'est qu'ils ont un endroit pour l'exprimer, puis c'est contagieux. Fait que dans le fond, l'idée, c'est qu'ils deviennent ambassadeurs alimentaires dans leur école, puis que les autres jeunes de l'école voient cet environnement-là vivre, cet écosystème-là vivre et qu'ils se discutent de cuisine et d'alimentation, puis que ça vibre dans l'école, puis qu'au même titre qu'on va aller voir l'équipe, puis encourager l'équipe de basket ou aller voir la pièce de théâtre que la troupe de théâtre va avoir montée, bien, on va encourager les brigades, puis la cuisine et l'alimentation va être populaire à l'école, va être un sujet qui va être discuté, traité et qui va être une priorité dans l'environnement scolaire pour les jeunes. Donc, on a des passionnés d'un côté, mais vous avez aussi profité pour développer, peut-être avec une clientèle qui est moins, qu'on entend moins parler ou qu'on voit moins, puis pourtant dont les besoins sont très grands. Les jeunes en centre jeunesse. Oui. Je sais que vous avez développé plusieurs projets, dont des cours de cuisine, mais aussi vous les outillez aussi au moment où ils quittent les centres jeunesse. Pouvez-vous nous en parler brièvement, parce que je sais que le temps file. Quand on lançait les brigades, souvent, je disais, parce que quand tu visites la polyvalente Saint-Henri ou tu visites les cheminées de Maisonneuve, tu visites les endroits que j'ai mentionnés plus tôt, tu t'aperçois que c'est des milieux qui sont quand même pauvres. Il y a beaucoup de jeunes en difficulté puis des jeunes qui vivent des situations personnelles difficiles. Fait que souvent, des fois, je disais, c'est des jeunes les plus à risque, les jeunes plus en difficulté et tout ça. Puis je me souviendrai toujours un courriel que j'avais reçu parce que j'avais fait une citation dans le magazine Ricardo sur la clientèle des jeunes au niveau des brigades comme étant les jeunes les plus à risque et qu'on ciblait les jeunes les plus à risque dans les écoles. Et je me souviens, Amélie Morin, qui était à l'époque la directrice de PQJ, elle m'écrit puis elle me dit « J'ai lu dans le magazine Ricardo que vous disiez que ces jeunes-là, c'était les jeunes les plus à risque. C'est faux. J'aimerais bien vous rencontrer pour vous présenter la clientèle la plus à risque. » Puis ça, je me rappelle, j'étais assis dans son bureau, elle avait sorti un rapport d'un chercheur de l'Université de Sherbrooke qui avait sorti une étude sur la transition à vie autonome, la transition à vie adulte, des jeunes et tout ça. Les deux bras m'étaient tombés, puis j'avais fait comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on... Puis là, après, pas que je me sentais mal d'avoir... C'est juste que je me suis éduqué sur cette situation-là. Puis après, j'ai dit, OK. Puis là, après, elle me dit, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Comment vous pourriez nous aider? Parce que nous, on les accompagne déjà sur la santé mentale,
leur trouver un logement, les accompagner dans cette transition-là, mais sur l'autonomie alimentaire, c'est là qu'on voudrait que vous nous aidiez. Puis là a démarré une relation de 20 ans là, de développement de l'écosystème, d'accompagnement vers l'autonomie alimentaire des jeunes en transition vers la vie autonome de la DPJ, à travers des ateliers de cuisine qu'on appelle Cuisine ton avenir. On est dans 66 milieux actuellement à travers le Québec, jusqu'en Côte-Nord, et on distribue plus de 3500 trousseaux brise-glace pour initier les jeunes à la cuisine à travers les familles d'accueil, les travailleurs sociaux, les foyers d'hébergement, pour préparer les jeunes qui n'ont pas la chance de vivre nos ateliers et qui recevront un trousseau un peu avant la fin de leur parcours pour s'initier à la cuisine, puis voir que c'est pas si difficile que ça et enlever beaucoup d'anxiété que ces jeunes-là peuvent vivre pendant cette transition-là. Donc, on travaille avec énormément d'organismes aussi qui sont des organismes de transition pour venir les aider, distribuer des trousseaux, animer des ateliers de cuisine, puis vraiment continuer à travailler sur ça. C'est crucial que ça soit fait. On a parlé beaucoup de tous vos projets. Comment on arrive à mobiliser encore avec tout le temps, quand tantôt vous parliez de la mobilisation des chefs, des partenaires financiers, avec le temps? Et j'aimerais aussi que vous nous parliez de la place des bénévoles dans ces activités-là. Pour moi, je pense que la machine a besoin là, de ces bénévoles-là. Fait que peut-être juste brièvement, évidemment. On n'arrive pas à faire ce qu'on fait sans des bénévoles, surtout sur le volet de préparation alimentaire. Je parlais de nos écoles de cuisine. Là. Quand on reçoit des entreprises ou quand on a des plages horaires qui ne sont pas occupées puis qu'on veut continuer de préparer des repas ou des soupes, ben, on mobilise des bénévoles. On a plus de 300 bénévoles à la tablée qui sont mobilisés dans nos écoles de cuisine. Ils viennent, ils brisent l'isolement. Beaucoup de personnes aînées qui sont seules ou qui ont perdu un être cher, ils ont perdu leur conjointe. Ils se retrouvaient seuls dans leur appartement. Ils viennent à notre rencontre. Ils viennent rencontrer d'autres personnes et il se crée vraiment une magie. Et ces gens-là viennent régulièrement, sont fidèles. Ils viennent préparer des repas, ils viennent donner un coup de main. Et c'est crucial. Ça représente à la tablée des chefs là, presque 4 employés à temps plein qu'on devrait payer en temps bénévole pour une année. Donc, c'est majeur. On n'arriverait pas à faire, et on leur dit régulièrement, ce qu'on fait sans leur aide. Après, comment on réussit à mobiliser les gens encore? Je pense qu'aujourd'hui, là, plus que jamais, on veut des résultats. On veut que les choses changent, on veut de l'impact, on veut qu'il y ait des résultats. Et la tablée des chefs livre la marchandise, livre des résultats, est ambitieuse de vouloir régler les enjeux de société sur lesquels on travaille. Et donc, ça, c'est engageant pour les gens parce que les gens savent qu'on est sérieux dans notre engagement et veulent suivre des organisations qui réussissent à livrer de l'impact. Puis ça, c'est crucial dans le modèle et c'est crucial dans l'espoir qu'on lance aux gens aussi d'arriver à changer les choses. Dans l'ensemble de nos discussions, là, il est souvent revenu l'aspect de entrepreneuriat social. Pour vous, c'est quoi être entrepreneur social? Ben pour moi, là, j'ai juste une façon de faire les choses. L'entrepreneuriat social, là, c'est d'utiliser l'entrepreneuriat pour adresser les enjeux de société. Ça veut dire que quand tu regardes la problématique, t'es fédérateur, t'es mobilisateur, t'amènes tout le monde autour de toi et tu trouves des façons créatives et durables, tant au niveau financier, et cette créativité-là va t'amener à ce que comment tu modélises ta structure, tu vas assurer une certaine pérennité à ce que tu vas faire. Parce que tu ne vas pas te retrouver à chaque année à redemander. Les gens, tu vas les avoir engagés à même leur ADN à eux. Fait que beaucoup, là, on a regardé des entreprises qui sont complémentaires à nous dans leur façon de s'investir dans la collectivité. Je pense à un bon exemple, Carousel, qui fait des emballages alimentaires. Bien, faire de la récupération alimentaire, c'est dans leur ADN de nous fournir des contenants ou de travailler avec nous sur les emballages qu'on va travailler pour assurer la récupération. Cascade, même chose. Donc, si on trouve des partenaires puis qu'on réfléchit de façon créative ensemble et qu'on crée ces synergies-là, bien, ces partenaires-là sont moins à risque de nous quitter et vont trouver un sens aussi dans leur ADN à eux de
d'arriver à avoir de l'impact social et livrer de la responsabilité sociale dans leur rapport de responsabilité sociale. Jean-François, le temps nous manque pour faire le tour encore. Je sais que vous avez encore plein de projets à venir, des défis à venir, assurément. Moi, je retiens peut-être, j'essaie de définir ou résumer, il nous faut croire en ses rêves, avoir de la passion, faire place à l'innovation, à l'entrepreneuriat pour réussir à devenir peut-être un moteur de changement social, Oui. transformé. Alors, je vous remercie d'avoir pris votre temps. Puis, nous, à la maison, on se dit un prochain rendez-vous de la série En Mouvement où on met en lumière la philanthropie d'ici.